Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Invitation Voyage. Comme chaque jour, on prend un grand bol d'air. Aujourd'hui, on prend même le risque d'être décoiffé sur la plage d'Ostende, désarmé face à la poésie rugueuse du chanteur Arnaud. C'est dans le plat pays, qui a vu grandir son inspiration, que vous pourrez célébrer les filles du bord de mer. Vous pourrez continuer à donner de la voix ensuite à Cuba. Dans l'héritage, vous allez découvrir un chant de résistance né dans les plantations de tabac, le Punto Cubano. Sur l'île de Vancouver, en revanche, il n'a pas toujours été de bon ton de vouloir se faire entendre. Vous pouviez vite vous faire zigouiller. On reviendra sur le destin d'un employé des mines de charbon, un peu trop préoccupé par le sort des ouvriers. Aujourd'hui, je vais vous amener sur un marché que j'affectionne particulièrement, le marché de la place Saint-Joseph à Colmar, où je me fournis en foie gras, parce qu'on va faire du foie gras. Un foie gras bigou accompagné d'un petit pain aux poires séchées. La devinette. On part aujourd'hui au pays des sœurs Williams. Comment un macho a-t-il permis au tennis féminin de devenir populaire aux États-Unis ? À la fin des années 60, ce sport commence tout juste à se professionnaliser. Les premiers tournois comme Wimbledon apparaissent, mais les femmes, elles, en sont exclues. Comment ont-elles réussi à s'imposer ? Pensez au proverbe « tel est pris qui croyait prendre », ça peut vous aider à trouver la réponse. Mais avant, je vous emmène au bord de mer avec le plus punk des poètes belges. Arnaud, c'est notre inspiration. C'est dans la voix inimitable d'Arnaud et son accent taillé dans la roche qu'elles sont les plus chouettes, les filles du bord de mer. On les trouve sur les plages d'Ostende, iconique station balnéaire de la côte belge, où naît Arnaud en 1949. Je suis d'Ostende, aussi un enfant de la mer. La mer, c'est la seule chose qui change chaque jour d'odeur, de couleur et de son. Le port d'attache d'Arnaud lui a insufflé parmi ses chansons les plus émouvantes, comme Ostende Bonsoir ou Les yeux de ma mère. Au fil d'une carrière de plus de 50 ans, le rocker-poète a fait d'Ostende une légende. Arnaud a toujours vécu ici, il a toujours parlé d'Ostende. Même à Washington et New York, il disait « Moi, je viens d'Ostende. Hein? » Donc, en fait, il représentait sa ville natale partout. Surnommée par les Belges la reine des stations balnéaires, Ostende est une cité contrastée, à la fois huppée et populaire. Avec sa lumière obsédante, la mer du Nord met tout le monde d'accord. Entre ses tournées mondiales et sa trépidante vie bruxelloise, Arnaud le survolté garde à Ostende un pied-à-terre, ou plutôt un pied-à-mer, où il aime à retrouver son frère Peter. La liberté, pour lui, c'est aussi ici. Hein. C'est la mer, la liberté de se promener ici, de voir l'horizon là, d'être... c'est typiquement Arnaud. Hein. Il était tranquille comme ça, il pensait, je ne sais pas, mais c'est très bizarre pour lui parce que quand il était ici à Ostende, il est toujours calme, toujours relaxed. Cette lumière n'existe qu'à Ostende. C'est à cause des bancs de sable sur lesquels le soleil vient se refléter.
En dialecte ostendais, on appelle cette couleur appelblauw zeegroen, pomme bleue mer vert. Si pour le poète Paul Éluard, la terre est bleue comme une orange, la mer du Nord est aux yeux d'Arnaud aussi verte qu'une surréaliste pomme bleue. Mais tu vois, quand on regarde la mer, c'est pas bleu, c'est pas gris, c'est pas vert, et c'est peut-être ça. Je me promène le matin sur la plage quand il n'y a personne. Je parle à la mer, je parle à ma mère et à moi-même. Il n'y a que sur la plage que je peux faire ça. Sinon, j'aurais l'air d'un con. L'humour d'Arnaud masque une insondable mélancolie. Il n'a que 24 ans quand sa mère, Lucrèce, dite Lulu, décède d'un cancer. Cette perte le hante toute sa vie et imprègne sa musique d'un bleu profond. Notre mère était une femme fantastique, hein. Elle a donné beaucoup à nous, et c'est ça, elle a des beaux yeux, ma mère. Des yeux clairs comme ça. C'était comme une étoile, comme ça brille comme ça. De cette lueur, Arnaud tire une chanson devenue mythique, Les yeux de ma mère. Le texte plonge dans le regard perdu de Lulu. Elle a des yeux qui tuent. Mais j'aime ses mains sur mon corps et j'aime l'odeur au-dessous de ses bras. Oh oui, je suis comme ça. À l'adolescence d'Arnaud, dans les années 60, Ostende est une ville cosmopolite où les langues et les cultures se mélangent. En plein cœur de la ville, face à la gare, le port d'Ostende regarde vers l'Angleterre. Alors étudiant à l'école hôtelière, Arnaud rêve de plus vastes horizons. La gare d'Ostende était une gare ferroviaire, elle l'est toujours évidemment, mais c'était aussi la gare derrière laquelle on pouvait s'embarquer pour l'Angleterre sur les malles, donc les bateaux qui faisaient la liaison régulière Ostende-Douvres. Beaucoup de gens venaient et partaient, des beatniks et tout, et pour moi, ça signifiait la liberté. Je rêvais d'être comme eux, de voyager. Je l'ai fait après. Arnaud et Ostende baignent dans les eaux effervescentes du swinging London. La Langestraat, la rue longue d'Ostende, est alors the place to be en Europe. Les groupes anglais émergents viennent jouer dans ces clubs branchés en s'abreuvant de bière belge jusqu'au petit matin. Et donc on a à Ostende un espèce de biotope très particulier, unique, qui fait que la ville est vraiment une bulle de musique. Il y a la vie sur la rue Longue, tous ces clubs avec cette musique vraiment importée par des très bons DJ. Et par beau temps, à Ostende, on pouvait capter Radio Caroline, Radio Pirate anglaise ou Radio London, une autre. Et Arnaud était là, comme souvent, at the right time, at the right place, au bon moment, au bon endroit, pour s'imprégner de tout ça, pour digérer tout ça, pour sélectionner dans tout ça ce qu'il allait garder. Pas oublier qu'Arnaud était cuisinier au départ, qui sait composer des plats avec des ingrédients. En musique, c'est la même chose. Le rock and roll pour moi, c'est la liberté. Se révolter contre le système. Le jeune homme participe à plusieurs groupes de rock, d'abord à l'harmonica. De nature plutôt timide et souffrant de bégaiement, Arnaud se transforme sur scène en une bête indomptable. La scène, c'est ma maîtresse. La scène ne m'a jamais trompé. Il me fait toujours jouir pendant 1h30. Arnaud taille alors sa voix et sa route en s'entourant toujours des meilleurs musiciens, bien souvent belges. En 1979, le jeune rocker voyage aux États-Unis, berceau du blues. Là, il prend conscience qu'il appartient en vérité à un autre monde.
Quand il revient des États-Unis, il veut changer toute sa musique. Et là, il va se dire, tiens, mais en fait, moi je suis d'Ostende, je suis un Européen, je suis belge, je parle le français, je parle le néerlandais, j'ai entendu ma grand-mère chanter en français, ma mère aussi, du Piaf, du Charles Trenet, etc., etc. Pourquoi est-ce que moi je ne devrais chanter uniquement que des choses qui sont le propre de la culture anglo-saxonne? Et là commence le grand brassage qui va faire vraiment son originalité et sa spécificité. L'Europe qui s'unit et commence à s'élargir lui inspire un texte. Putain Putain sort en 1983 comme un hymne européen alternatif et décalé. Putain, putain, c'est vachement bien, nous sommes quand même tous des Européens. La chanson comporte des paroles en français, en ostendais et en anglais. Arnaud a toujours dit que le titre lui serait venu un matin sur le quai d'une gare. Il avait vu des gens de différentes nationalités qui se parlaient, etc. Putain, putain, c'est vachement bien, on est tous Européens. C'est aussi peut-être un rappel au conflit qu'a connu l'Europe. Tous ces gens qui se parlaient, qui étaient de nationalités différentes, eh bien, la Deuxième Guerre semble bien loin. Dans les esprits, on parle des avancées de l'Europe, d'approfondir la construction européenne. Et Arnaud capte ça très bien et synthétise ça à sa façon très, très, très fantaisiste. Avec l'âge, Arnaud, le solo gigolo, est rattrapé par le spleen. Son ami de toujours, le photographe Danny Willems, nous emmène de l'autre côté du chenal pour rejoindre l'Opex, quartier de marins hanté par Arnaud. Je suis souvent venu ici prendre des photos. L'Opex avait un tout autre visage à l'époque. Il y avait plein de cafés, d'entrepôts, de chantiers navals. Il y avait de l'animation jour et nuit. Les pêcheurs allaient et venaient. Il y avait toujours de l'ambiance dans les entrepôts. Son dernier album solo, sorti à titre posthume, Arnaud choisit de l'intituler Opex, en souvenir du bon vieux temps. À l'époque, les grands-parents d'Arnaud habitaient le quartier de l'Opex. Ils tenaient un café qui s'appelait Bay Lulu. Chez Lulu, un café populaire. Quand il y avait beaucoup de monde, qu'il y avait de l'ambiance, sa grand-mère commençait à chanter. Arnaud a passé beaucoup de temps dans sa jeunesse chez Lulu. La nostalgie de cette époque révolue, de cette ville qui a tant changé, Arnaud la chante dans Ostende Bonsoir. On se promène comme tous les soirs. On se dit rien. On va de bar en bar. Il répétait tout le temps « Je souffre à nouveau de nostalgie ». Cela venait par vagues. Je suis seul avec toi. Ostende Bonsoir. Il n'allait pas bien. Ostende Bonsoir est une chanson très triste à propos d'un couple qui n'a plus d'avenir, qui va dans les bars et qui boit. Aux couleurs nostalgie, aux couleurs désespoir. Arnaud, tu me manques. Godverdomme. Ostende Bonsoir. À sa disparition en 2022, le cow-boy européen au prénom de Fleuve Florentin laisse les Ostendais orphelins. Le Kursaal, mythique salle d'Ostende posée sur la digue, accueille ses amis et musiciens pour un ultime hommage. Un concert à l'image d'Arnaud, aussi mélancolique que déjanté. J'aurais pu danser le java. C'est un chouette fille du bord. C'est L'Ostendais Guy Van Houellebecq, surnommé l'Apache par Arnaud, a assisté à plus de 1000 concerts de son idole, parcourant le monde dans les pas du chanteur.
J'ai vu des mémés de 90 ans pleurer pour les yeux de ma mère. Hein? Sur scène, Arnaud était le diable. Il nous donnait des ailes comme des anges. Je vais me marier avec le vent. Je prends le soleil comme un amant. Avec les nuages, je danse le French cancan. Dans la Belgique d'Arnaud, il y a un animal qui commence à poser problème et il est pourtant très mignon. Le raton laveur, c'est le clin d'œil de Thomas Chauvineau. Au pays de Candy, comme dans de nombreux pays, il y a des ratons laveurs. Vous avez peut-être connu ce dessin animé de la fin des années 1970 dans lequel un raton laveur nommé Capucin accompagne la jeune héroïne. Il est peut-être sympa dans le dessin animé, mais en Belgique, il ressemblerait plutôt à un Gremlins. Ça aussi, vous l'avez peut-être vu, ce film, Gremlins, dans lequel ces monstres se reproduisent bien plus vite que des lapins et se comportent comme des ados dépravés. Il a une bonne bouille, hein ? Pourtant, en Belgique, le raton laveur est classé parmi les espèces exotiques invasives, tout comme le frelon asiatique. En Wallonie, on compte environ 75 000 de ces bestioles. Et plus on se rapproche des villes, plus elles sont nombreuses, jusqu'à 100 pour un seul kilomètre carré. C'est pratique de vivre aux abords des villes, on trouve facilement à bouffer. Le raton laveur est un opportuniste. Il s'installe dans les jardins individuels où il fait les poubelles, le compost, il pique dans la gamelle du chien et n'hésite pas à passer par les chatières pour aller se servir directement dans les placards. Et dans la nature, il bouffe tout ce qu'il trouve, y compris les œufs des espèces menacées. Il finit par devenir nuisible pour la biodiversité, sans compter qu'il est porteur de maladies qui peuvent se transmettre aux animaux domestiques et même à l'homme, notamment le Balisascaris procionis, un ver parasite qui peut devenir mortel. D'après les experts, il a d'abord été importé en Allemagne dans les années 1930 pour être chassé. Après la guerre, les GIs arrivent avec lui dans leurs bagages, mais ils le laissent sur place quand il rentre au pays dans les années 1960. Aujourd'hui, des pièges sont installés, la population est prévenue. Enfermez bien vos aliments pour éviter qu'il ait la vie facile. Mais pour l'instant, sa population continue de croître. Franchement, Candy n'a rien compris. Invitation au voyage, ça continue et cette fois on s'envole pour Cuba. Cuba où on a prévu de regarder la télé avec vous. Eh oui. Vous allez comprendre pourquoi, c'est l'héritage. Comme chaque dimanche soir depuis plus de 60 ans, en ville comme à la campagne, les Cubains sont rivés à leur petit écran. Pour rien au monde, il ne manquerait le programme le plus populaire et le plus ancien de la télévision publique, Palmas y Cañas, des palmiers et des cannes à sucre. Un télécrochet unique en son genre, mettant à l'honneur la musique rurale et l'art du punto cubano, la poésie chantée des paysans, inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Traditionnellement pratiqué lors des guateques, les fêtes de village, le punto cubano, le plus souvent improvisé, raconte les grands et petits riens du quotidien. Ces chanteurs s'affrontent lors de joutes oratoires à coups de rimes sur fond d'instruments à cordes et à percussion. Vibrante mémoire du pays, ces vers de la terre cubaine n'ont rien laissé passer des soubresauts de l'histoire, de la colonisation jusqu'à la Révolution. Le punto cubano est l'instrument de la joie du peuple cubain, mais c'est aussi pour lui une arme de combat, de défense contre toute forme d'injustice et d'agression. Ce patrimoine oral a joué un rôle central dans la construction d'une identité nationale. L'histoire du punto cubano résonne d'abord avec celle d'une population qui s'implante dans les zones rurales de l'ouest et surtout du centre de l'île, comme à Cabaiguán, dans la province de Sancti Spiritus. C'est ici qu'à partir du milieu du XVIIe siècle viennent s'installer des paysans et petits propriétaires terriens en provenance du royaume d'Espagne, maîtres de Cuba depuis le XVIe siècle.
Cuba a été le théâtre de nombreuses vagues migratoires en provenance des Canaries. Les navires qui quittaient l'Espagne pour les Amériques devaient obligatoirement faire escale dans ces îles afin de faire le plein de denrées pour leur traversée. L'économie canarienne était alors en proie à de graves difficultés. Le désespoir a ainsi poussé nombre de Canariens, hommes et femmes, à s'embarquer sur ces navires et à s'établir à Cuba en quête de nouvelles opportunités. Ils ont commencé à cultiver la terre, à transformer la géographie de l'île par la création de champs de tabac. Mais ils ont également apporté leurs coutumes, leurs traditions, leur musique, leurs danses, leurs mélodies. Et c'est le punto cubano qui va agréger toutes ces influences culturelles au travers de la figure du veguero, le planteur de tabac. Le punto cubano était à l'origine entonné dans les plantations. C'était un chant de travail. Il s'articule autour de 3 éléments principaux. Le premier d'entre eux est un texte poétique composé de 10 vers qui est d'origine espagnole. La tonada, la mélodie, vient, elle, directement des îles Canaries. Les Canariens l'avaient eux-mêmes hérité des Arabes. Le troisième élément est l'accompagnement musical. Il trouve son origine dans les guateques, les fêtes de famille et de village qui se tenaient au XIXe et au XXe siècle. On utilisait des instruments à cordes, comme des guitares, des tresses, des luttes, auxquels s'ajoutaient des instruments à percussion comme le bongo, la conga, la tumbadora. Ce chant revigorant pour les travailleurs se mue en chronique de la vie quotidienne. Le punto cubano permettait à cette population paysanne naissante d'exprimer sa joie lors des mariages, des fêtes de fin d'année, de célébrer les beautés de la nature, mais aussi de décharger sa tristesse, sa peine lors des veillées, des enterrements. C'est pourquoi les paysans se le sont appropriés et en ont fait leur strophe, leur mode d'expression par excellence. Si le punto cubano est d'abord, au cours du XVIIIe siècle, une pratique récréative pour les paysans, il prend une autre tournure lors des guerres d'indépendance, opposant Cuba à la couronne espagnole à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. Il devient alors le fidèle compagnon des guérilleros de l'armée libératrice cubaine, comme lors de la Guerra Necesaria, la guerre nécessaire de 1895. Un conflit qui fit rage dans la province de Pinar del Río, dans l'ouest du pays. Ces troupes étaient formées non seulement d'intellectuels qui avaient tout quitté pour s'engager dans la guerre, mais aussi d'anciens esclaves, d'affranchis, d'artisans, d'ouvriers et de paysans.
Le punto cubano a constitué le cœur spirituel de ces insurgés des guerres d'indépendance de 1868 et de 1895. Lors de leur nuit de repos dans la forêt, bien qu'affamés et parfois vêtus de haillons, les soldats insurgés trouvaient encore la force d'exprimer leurs états d'âme. Ils dansaient, ils chantaient, et le punto cubano a joué un rôle essentiel car il évoquait les amours de ces guerriers, les aventures et les faits d'armes des grands généraux, comme des simples soldats tombés au combat. Si on me trouve dans la tranchée que l'on voit au loin, là où la brise bat le drapeau de ma patrie, si l'ennemi m'attend, qu'il nous attaque ce jour-là par les montagnes, j'entends un bruit là où je suis. Je me prépare à mourir et je pense à toi, mamie. Les guerrilleros ne combattent pas seulement avec des balles et des fusils. Ils font du punto cubano une arme nationaliste de résistance et disséminent sur toute l'île leurs strophes militantes. À travers cet art, le pays s'est unifié. Parce que de la même manière que les paysans chantaient en vers lorsqu'ils labouraient la terre, ces soldats chantaient aussi des hymnes de guerre, en vers octosyllabiques lorsqu'ils étaient sur les champs de bataille. Le punto cubano a donc galvanisé les guerrilleros, politiquement et idéologiquement. Incarnation de l'âme du pays, le punto cubano voit sa popularité exploser à partir des années 20 lorsqu'il est diffusé à la radio. Il a de nouveau rendez-vous avec l'histoire au début des années 50, quand il épouse la rébellion de Fidel Castro, Che Guevara et leurs compagnons, symbolisée à La Havane par l'emblématique Place de la Révolution. Le triomphe révolutionnaire n'aurait pas été possible sans les paysans, qui ont donné refuge aux rebelles et apporté le punto cubano, qui a accompagné les Barbudos, les compagnons de Castro dans la Sierra Maestra. Le punto cubano a donc rythmé l'histoire de Cuba pendant la Révolution, et il s'est fait entendre sur cette même place. Parmi les indéfectibles soutiens de Fidel Castro figure le plus illustre des poètes improvisateurs cubains, El Indio Nabori, un opposant féroce au régime dictatorial de Fulgencio Batista. C'est le poète de la révolution cubaine. Nabori était issu d'un milieu modeste et il s'est toujours identifié aux petites gens, aux nécessiteux, à tous ceux qui souffraient. Il venait de là. Avant même 1959, il apparaissait déjà comme le poète défenseur du peuple, comme un pourfendeur de l'injustice sociale, et a été souvent lui-même persécuté par le régime de Batista. Après la victoire de Castro, il s'est fait le porte-voix des faits héroïques de la Révolution, mais aussi le chroniqueur des atrocités qui ont été commises contre elle. Ces improvisateurs qui véhiculent les valeurs du régime se voient soutenus, de même que l'ensemble du monde paysan, par le nouveau gouvernement communiste. Ce dernier érige même le punto cubano au rang de patrimoine national. Cuba est le seul pays où ces improvisateurs ont un statut de professionnel. Ils sont salariés des compagnies musicales qui existent dans toutes les provinces du pays. La Révolution a aussi permis d'élever le niveau culturel de ces improvisateurs, qui, jusqu'en 1959, étaient souvent illettrés. Beaucoup étaient analphabètes et ne savaient pas écrire, ne serait-ce que leur nom. Mais ils avaient en eux ce talent et cette sensibilité naturelle pour pouvoir écrire de la poésie.
la sensibilidad natural para poder hacer la poesía. Mais les grandes figures de ce punto cubano, si profondément ancrées dans la culture cubaine, s'étiolent. Pour préserver ce trésor national, Alexis Diaz-Pimienta crée au début des années 2000 des ateliers d'improvisation à destination des jeunes générations, comme ici, au pavillon Cuba de La Havane. Donne-moi un mot qui rime avec poésie qui se termine par I. Nourri. Un autre. Nourri, poésie, nourri, poésie. Endormi. Endormi, applaudissements. L'art du punto cubano et de l'improvisation est d'origine traditionnelle et de formation empirique. Il n'y avait pas d'école d'apprentissage. Quand mon père, qui était paysan, est décédé, j'ai voulu lui rendre hommage en créant des formations pour que cet art ne se perde pas. Et c'est ainsi qu'est né tout un mouvement national d'écoles d'improvisation. Raisonnement, devant, courant, quand quelque chose n'est pas froid. Le contraire de froid. Bouillant. Bouillant, on l'applaudit bien fort. Nous avons réussi à faire aussi de la poésie improvisée une pratique urbaine. Ce que nous avons fait, c'est oxygéner la tradition, lui donner un nouveau souffle. Le punto cubano a encore 100 belles années devant lui. Papilles à présent, avec au menu du jour du foie gras. C'est fou parce que j'ai toujours été persuadée que c'était une spécialité exclusive du Périgord. Eh bien, l'Alsace aussi est une terre de foie gras. Voilà donc la recette de Bruno, qu'on rejoint à Colmar. Je suis Bruno Ferber et aujourd'hui je vais vous amener sur un marché que j'affectionne particulièrement, le marché de la place Saint-Joseph à Colmar, où je me fournis en foie gras parce qu'on va faire du foie gras. Et en plus du foie gras, je vais vous faire une petite spécialité alsacienne qui est une spécialité boulangère. Ça s'appelle le Beraveka, littéralement traduit le pain aux poires. C'est un pain de fruits très élaboré et qui s'accompagnera à merveille avec le foie gras. Regarde tout ça, je l'ai pris. Ah, c'est bien, c'est bien. Maintenant, comme tu t'y connais bien, ah bah oui, je vais celui-là. te faire choisir. Parce que le foie d'oie, pour moi, c'est comme du beurre. Il a une finesse de grain telle qu'il le caractérise. Ce petit goût de noisette qu'il développe, c'est très fin. Alors que le canard, lui, il part plus sur son côté viandé, sa saveur, le relief du goût qui là va un petit peu harmoniser tout ça et vous allez voir, le mariage est assez chouette. Le foie gras, c'est une recette finalement assez simple, qui nécessite peu de mise en œuvre. Elle doit simplement respecter quelques étapes, dont celle du déveinage. Les deux foies ont pour similitude d'avoir deux lobes qui sont reliés par une des veines que nous allons devoir extraire. À l'aide d'un couteau, je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir de côté, ainsi. Il n'y a pas de vraie technique particulière, si ce n'est que d'éviter de le blesser au maximum. Elle est ici, la veine principale. Donc mon idée, ça va être de la tirer. Donc il faut quand même que je retire un peu de foie gras. Voilà. On voit qu'elle se découvre là. La veine va se diviser en deux. Vous voyez ? On va essayer d'en enlever le moins possible. Voilà. En fait, quand le foie gras est frais comme celui-ci, ça va super bien. Le principe de l'événage reste le même pour les deux familles de foie. Voilà. Sauf que dans l'oie, la structure est un peu différente. Le canard est plus simple à événer, je dirais. Je les laisse volontairement étaler pour pouvoir bien les assaisonner. Et mon petit truc, c'est de d'abord loger le canard. Le canard sera protégé par l'oie qui a une faculté à mieux résister à la chaleur.
Pendant la cuisson de ce foie gras, je vais vous présenter le beraveka, littéralement traduit le pain de poire séché en alsacien. Séché au moment de la récolte, pour pouvoir les conserver bien sûr, et les utiliser au moment requis, c'est-à-dire à la veille des fêtes. Au fur et à mesure du temps, des échanges entre les pays, cette recette s'est anoblie chez nous, parce que, comme dit, ce pain de fête, ça devait être exceptionnel. Donc qu'est-ce qu'on faisait? On allait acheter des figues qui venaient d'Orient, quelques sultanines, de l'angélique confite, des cubes d'écorce d'orange confite, des citrons confits, les bigarreaux qui... Voilà, juste impossible à avoir en novembre-décembre, qu'on va couper délicatement comme cela. Une fois que nous aurons coupé nos fruits, on va les assembler et rajouter les oléagineux. Donc nous avons notre mélange de fruits réhydraté à l'aide d'eau bouillante. Et c'est maintenant que la notion de pain arrive. Il s'agit vraiment d'une pâte qu'on pourrait cuire pour obtenir un pain de seigle. Elle est levurée, mais on pourrait très bien utiliser une pâte à brioche, une pâte à pain blanc. Alors en général, 5% de pâte suffisent. L'idée est d'apporter un liant, un amalgame. On va faire des petits pains, c'est pas des pains de campagne, des petits pains. L'idée c'est de les former dans la main, comme ça, d'essayer de les serrer. Il est important de dire que c'est un pain de fruits et non pas un pain aux fruits. On va mettre notre four à 130 degrés et le sécher pendant 1h30 à 2 heures. Bon appétit, on trinque et tout là. Allez, skill. Ah, il a un bon nez. C'est bon ça. Toutes ces saveurs concentrées et subtiles en association équilibrent ce plat. Non, ça match, Ouais. Là, on est à Noël, devant le feu de cheminée, il fait froid dehors. Si vous allez sur l'île de Vancouver, il y a un mont qui porte le nom du héros de notre incontournable, c'est le mont Ginger Goodwin. Mais pour avoir une montagne à son nom, il faut être quand même prêt à quelques sacrifices, regardez. De toute la côte pacifique d'Amérique du Nord, c'est la plus grande, l'île de Vancouver, qui s'étend sur 32 000 km² et qui abrite la capitale de la Colombie-Britannique, Victoria. Elle séduit pour ses spectaculaires panoramas naturels, ses arbres les plus hauts du monde, plus de 9000 lacs, fjords et des plages qui s'étendent à l'infini. Des paysages préservés qui ont attiré Espagnols, Britanniques et chercheurs d'or et où naquit une révolte qui embrasa tout le Canada. Tout commence début 1911. Albert Goodwin, un mineur de charbon venu d'Angleterre, s'installe à Cumberland sur l'île de Vancouver. Il a 24 ans, cela fait déjà 9 ans qu'il gagne sa vie dans les mines, comme nous le raconte l'historienne Marianne Bell. Les conditions de travail dans les mines de l'île de Vancouver, et particulièrement ici à Cumberland, étaient très mauvaises. Il y avait beaucoup de gaz dans ces mines, et les explosions étaient fréquentes. Plus de 300 mineurs sont morts dans ces mines. Les travailleurs qui venaient des mines de charbon d'Angleterre ou d'ailleurs en Europe étaient surpris par la dangerosité des mines ici. Les employeurs ne faisaient rien pour améliorer la sécurité. Goodwin, surnommé affectueusement Ginger depuis son enfance en raison de ses cheveux roux, travaille dans la mine numéro 5 de la Canadian Collieries Limited. Il travaillait dur. Il était muletier dans la mine numéro 5, mais il était aussi un bon joueur de foot et un excellent danseur. Il faisait partie de la communauté. Les gens l'aimaient beaucoup. Il était ami avec tout le monde en ville, même si tous n'étaient pas toujours d'accord avec ses idées. Car le jeune homme est aussi un militant du Parti socialiste et un représentant syndical de la United Mine Workers of America. Lors de la Grande Grève de 1912, il entraîne ses collègues dans le mouvement pour réclamer de meilleures conditions de sécurité.
Il était jeune mais charismatique. Il avait une manière particulière de parler qui faisait que les gens l'écoutaient. Il y avait une photo de lui comme ça, les bras ouverts, une manière de vous entraîner dans son univers. Il distribuait des tracts aux mineurs. Il participait à l'animation du syndicat dans la ville et aux réunions avec les employeurs pour demander de meilleures conditions de travail. Il se battait pour ses camarades. Mais son franc-parler ne plaît pas à tout le monde. Pendant la grève, Ginger Goodwin s'est fait repérer. À la reprise du travail, il n'est pas réembauché. Le jeune homme déménage alors sur le continent, à l'est de Vancouver, où il devient fondeur, tout en continuant de s'engager énergiquement pour la classe ouvrière. Ses engagements successifs lui valent de plus en plus d'ennemis au sein du patronat et du gouvernement. Entre-temps, la Première Guerre mondiale a éclaté. À cause de sa mauvaise santé, il a les poumons encrassés par les poussières de charbon. Ginger est d'abord déclaré inapte au combat. Mais quand, en 1917, le Canada impose la conscription, son statut est soudainement modifié. On pense que Goodwin a été rappelé par l'armée à cause de son militantisme syndical. L'idée, c'était de se débarrasser de lui, de l'éloigner des autres ouvriers en l'envoyant très loin du Canada. Et s'il ne revenait pas, tant mieux. Goodwin décide alors de retourner sur l'île de Vancouver. Là, avec un petit groupe d'objecteurs de conscience comme lui, il s'enfuit dans les bois qui bordent le lac Comox, à l'ouest de Cumberland. Il y avait tout un réseau de gens qui aidaient ces réfractaires au service militaire, car beaucoup ne croyaient pas à l'utilité d'aller faire la guerre. Ils leur apportaient de la nourriture et des vêtements. Ils avaient des points de rendez-vous près d'un certain tronc ou sur une certaine plage et ils déposaient des paquets dans des trous pour que personne ne les voie. Les autorités, déterminées, finissent par faire appel à l'officier Dan Campbell, un agent fédéral à la réputation sulfureuse. Une nuit de juillet 1918, ce dernier est sur les traces de Goodwin, en compagnie de 2 autres agents. Dans la forêt, pourtant, le trio se sépare. Les 2 officiers prennent un sentier, Campbell un autre. Un coup de feu retentit. Les 2 policiers restés ensemble suivent le son et tombent sur le cadavre de Goodwin, gisant au sol, une balle dans la gorge, devant la cabane où il se cachait. À part Campbell, il n'y a personne lorsque Goodwin est tué. Les agents fédéraux déclarent que Campbell a tiré en légitime défense, mais les compagnons de Ginger assurent que ce dernier n'était pas armé. Il n'avait sur lui qu'une canne à pêche. Très vite en ville, la nouvelle se répand. Les mineurs, ses amis et une grande partie de la population sont persuadés que Ginger a été abattu volontairement et crient au scandale. Pour eux, le gouvernement a finalement trouvé un moyen de se débarrasser de ce fédérateur de révolte. Pire encore, l'agent Campbell est disculpé par un jury siégeant en huis clos. Le jour de ses funérailles, la ville de Cumberland était comme morte. Tout le monde assiste à la procession et porte le cercueil tour à tour dans les rues de Cumberland et jusqu'au cimetière. Ce jour-là, les membres des syndicats des travailleurs à Victoria et à Vancouver déposent leurs outils en solidarité. Une semaine plus tard, c'est toute la Colombie-Britannique qui arrête le travail. L'assassinat de leur frère déclenche la première grève générale de la Colombie-Britannique, le 2 août 1918. À compter de sa mort, dont les autorités n'ont jamais éclairci précisément les circonstances, Goodwin, le rouquin révolté, devient un héros, une figure de la résistance dans tout le pays. Retour à la devinette. Tout à l'heure, je vous demandais comment un macho avait permis au tennis féminin de devenir populaire aux États-Unis. Eh bien, c'est parce qu'il a lancé un défi à la numéro 1 mondiale de l'époque et qu'il s'est pris une bonne fessée. La bataille des sexes, comme on a surnommé ce match, a opposé Bobby Riggs, une vieille gloire du tennis, à la joueuse Billie Jean King. Bobby se surnommait le roi des machos et il était persuadé de pouvoir battre la joueuse, une femme, à plate couture. Sauf que c'est elle qui l'a emporté devant plus de 90 millions d'Américains. Cette Billie Jean qui n'a rien à voir, parce qu'on s'est tous posé la question, avec la Billie Jean de Michael Jackson. Bis bald.